Il est 8h. Le journal avec vous, David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Un an après l'affaire Weinstein, Europe 1 enquête toute la semaine sur les conséquences du mouvement MeToo. La France se donne-t-elle vraiment les moyens de promouvoir l'égalité femmes-hommes? La réponse dès le début de ce journal. Président de la République et Premier ministre cherchent candidat pour entrer au gouvernement. Le couple exécutif ne parvient toujours pas à remanier. Qu'est-ce qui coince? Les informations du service politique d'Europe 1 dans un instant. L'Indonésie préfère-t-elle laisser mourir son peuple plutôt que d'admettre avoir besoin de l'aide internationale? Les ONG sont refoulées. Reportage édifiant dans cette édition. Europe 1. On a rarement vu relation plus conflictuelle entre les associations féministes et une ministre du droit des femmes. Le reproche fait à Marlène Schiappa, c'est de ne pas avoir obtenu assez de moyens. Écoutez bien ce chiffre, on parle de 0,007% du budget de l'État, alors que c'est censé être la grande cause nationale du quinquennat. Un an après l'affaire Weinstein, Europe 1 enquête sur tous les sujets engendrés par le mouvement MeToo. Ce matin, l'État et les associations ne parlent pas la même langue. Mélanie Nunes. La parole s'est libérée, les demandes se sont multipliées, mais les subventions ne suivent pas. Exemple à Lorient, un lieu d'accueil a fermé il y a quelques mois. À Lille, une association a dû lancer un appel aux dons. Ou encore à Boulogne-Billancourt, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles a mis la clé sous la porte il y a 3 jours. Après 45 ans d'existence, 18 salariés laissés sur le carreau, explique Karine, sa directrice depuis 13 ans, les larmes aux yeux. Beaucoup de tristesse, un sentiment de gâchis pour toutes ces personnes dont on savait qu'elles avaient vraiment besoin de nous. Bien sûr que j'ai une pensée pour ces femmes, on a toujours pensé à elles. Faute de subvention de la ville, l'association a tout perdu, poursuit-elle. Mais l'État ne peut pas tout faire, se défend Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut que les collectivités s'engagent aussi davantage, que les partenaires privés engagent de l'argent aussi. Mon rôle n'est pas de remettre en question les choix politiques de telle ou telle municipalité. Mais elle s'engage d'ici 1 mois dans chaque département à créer des contrats locaux contre les violences signés entre l'État, les associations, les élus et les urgentistes pour mieux identifier ces victimes. Enquête signée Mélanie Nunes. Et puis cette information dans Ouest France ce matin, MeToo atteint même le Parlement européen. David, commentaire déplacé, attouchement. Un blog va voir le jour avec tous ces témoignages au Parlement de Bruxelles. Europe 1, il est 8h03. Combien de temps faut-il pour remanier le gouvernement, David? Vous avez une idée? Apparemment autant que nécessaire. Cela fait maintenant 1 semaine que Gérard Collomb a démissionné. Hier à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a essuyé un feu roulant de critiques. L'opposition parle d'une mascarade. Écoutez par exemple le député LR Philippe Gosselin. Le gouvernement serait en fait, selon lui, incapable de former une nouvelle équipe. Ça commence à tarder vraiment. On attend Godot et Godot n'arrive pas. Moi, je veux bien qu'il y ait des temps de vérification avec la haute autorité sur la bonne moralité des uns et des autres. Mais en réalité, on est sans doute en difficulté parce qu'on cherche des poids lourds, qu'on ne les a pas nécessairement, des gens d'expérience, un bon casting qui saura prendre l'opinion publique dans le bon sens du poil. Ce que je comprends parfaitement parce qu'en effet, la marge de manœuvre de l'exécutif et du président de la République est extrêmement limité. La défiance est assez grande, le mur est assez lézardé, il ne faudrait pas que les fondations s'écroulent en même temps que le mur. Philippe Gosselin était au micro Europe 1 de Virginie Rivaille. Alors on a l'impression, Nikos, que plus les uns et les autres expriment cette impatience, plus le président et le Premier ministre prennent leur temps. On a vu Emmanuel Macron hier se balader sur les quais de Seine, c'était un peu très cinématographique. Oui, certaines mises en scène n'ont pas besoin d'être décryptées. De la même manière, Édouard Philippe était dans la soirée en patrouille avec la BAC dans le 19e arrondissement de Paris, histoire d'affirmer qu'il assume pleinement son intérim place Beauvau. Tout va bien, circulez, bonnes gens, il n'y a aucun problème. Le remaniement interviendra quand il interviendra. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. La réalité, c'est bien sûr tout l'inverse. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont un gros problème. Eh oui, parce que c'est la bagarre entre la rive droite et la rive gauche. Chez les marcheurs, première crispation hier lorsqu'à la surprise générale, Édouard Philippe, selon des sources élyséennes, décide de ne plus démissionner. Officiellement, il ne veut pas perturber l'agenda déjà chargé de l'Assemblée, mais surtout, pas question pour lui de prendre le risque de se compter après un vote de confiance. La tension monte d'un cran ensuite. Christophe Castaner, pressenti pour être ministre de l'Intérieur, n'accepte pas qu'on lui impose une personnalité de droite. Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police et proche de Nicolas Sarkozy. Pechnard a été reçu à Matignon et à l'Élysée, mais les marcheurs ne voulaient pas, encore hier soir, en entendre parler de leur côté d'ailleurs, les grands flics tirent la sonnette d'alarme. Castaner n'est pas pour eux un bon choix. Cette affaire donc n'est pas encore tranchée à cette heure-là, et cette indécision agace Édouard Philippe
Ce remaniement laissera des traces entre les deux têtes de l'exécutif. Les informations de Michael Darmon du service politique d'Europe 1. C'est pour quand, David? On le sait, je demandais la même chose tout à l'heure à Jean-Michel Apathy. L'Élysée refuse aujourd'hui de s'engager sur un quelconque timing. Il y a un conseil des ministres ce matin à 10h avec la nouvelle ou l'ancienne équipe, personne n'en sait rien. Le remaniement peut intervenir à n'importe quel moment. Cela peut durer encore quelques heures ou quelques jours. Tout est possible. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, ce sera le député européen des Républicains et aussi ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Et alors, l'une des raisons pour lesquelles il serait bon d'avoir un nouveau gouvernement prochainement, c'est qu'il y a de nombreuses réformes à mener, à commencer par la plus importante, la plus sensible, celle des retraites. Après 3 mois d'interruption, la concertation menée par Jean-Paul Delevoye reprend aujourd'hui. Les syndicats attendent avec impatience que le gouvernement précise ses intentions, mais que connaît-on déjà de cette réforme? Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Ce qu'on sait déjà, c'est d'abord qu'on restera dans un régime par répartition où les actifs cotisent pour les retraités. Mais, et c'est la grande nouveauté, on basculera d'un système par annuité à un système par points. Chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tout le monde au moment du départ à la retraite. On ne s'intéressera plus au statut qu'on a pu avoir pendant sa vie professionnelle. Ce sera un système de retraite universel qui viendra remplacer les 42 régimes actuels, dont les régimes spéciaux et le régime des fonctionnaires. Emmanuel Macron l'a promis, l'âge légal ne bougera pas, ce sera toujours 62 ans. Mais une idée a fait son apparition ces derniers jours, l'idée de définir un âge pivot qui pourrait être 63 ans. En gros, rien n'empêcherait celui qui le souhaite de partir à 62 ans, mais il aurait une pension moins intéressante que s'il attend 1 an de plus. Enfin, une fois votée, la réforme ne s'appliquera pas tout de suite. Ceux qui s'apprêtent à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années ne seront pas concernés. Ils seront toujours régis par le système actuel. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Les cabines de bronzage vont-elles bientôt être interdites en France? C'est en tout cas ce que demande très officiellement au pouvoir public l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle publie un avis sans appel. Les UV artificiels provoquent le cancer. Une seule utilisation avant l'âge de 35 ans et le risque de développer un mélanome augmente de 59%. Europe 1. La suite du journal avec David Doucan, c'est l'Indonésie où la bêtise s'ajoute au drame engendré par le séisme et le tsunami. Oui, bêtise, le mot est faible. Figurez-vous que plusieurs ONG n'ont pas pu intervenir auprès des populations. Je rappelle le bilan effroyable, potentiellement 5000 morts, 200 000 sinistrés qui manquent de nourriture et d'eau, mais pour les sauveteurs étrangers éprouvent les pires difficultés pour atteindre les zones sinistrées. Des pompiers français ont même dû rebrousser chemin. Le récit de Sébastien Krebs. À Jakarta, puis à Bornéo, très loin des sinistrés, ils ont bataillé pendant 5 jours pour tenter de rallier Palu, la zone touchée. Sans succès, accès refusé pour cette équipe pourtant prête à agir avec un médecin, 2 infirmières et 4 sapeurs-pompiers chargés de 160 kilos de médicaments. Retour à aéroport, direction Paris, frustré et en colère. Michael Richaume, le chef de mission. On est reparti avec tous nos médicaments, on aurait pu être utile. Et on a croisé plusieurs ONG sur place, c'est pareil que nous. En tout, 10 à 15 000 euros dépensés pour rien. Ils avaient pourtant toutes les autorisations. D'autres ONG qui, elles, ont pu arriver sur la zone racontent aussi leurs difficultés. Impossible d'accéder aux sinistrés sans être accompagné par une ONG locale. En France, Éric Zipper du Corps mondial de secours a dû renoncer à envoyer son équipe. On est dans un pays qui veut montrer à sa population qu'il est tout puissant et qu'il est capable de porter tout seul l'aide à l'ensemble de sa population et qu'il préfère qu'il n'y ait pas d'aide internationale qui vienne pour le faire. Et pourtant, même 10 jours après, il y a, selon ces spécialistes, encore des chances de retrouver des survivants dans les décombres du séisme. Récit signé Sébastien Krebs et nous apprenons à l'instant qu'au Kenya, un accident d'autocar s'est soldé par la mort de 40 personnes. Voici une incroyable histoire repérée par notre correspondant dans l'Ouest, François Coulant. Oui, cela se passe à Saint-Aignan-sur-Roë, en Mayenne, où se trouve la congrégation des Petites Sœurs de Marie. 14 religieuses en conflit ouvert avec le Vatican. Rome leur reproche une pratique trop rigoriste de la religion catholique et veut leur imposer une nouvelle mère supérieure. Écoutez ce reportage de François Coulant. Elles sont 14 religieuses, moyenne d'âge 80 ans et des âmes de combattantes. Le Vatican leur reproche trop de prières, un habit religieux trop traditionnel et une gestion des sœurs trop cadrée. Rome leur impose une nouvelle mère supérieure. Réponse, on n'en veut pas. Sœur Marie de Saint-Michel. On veut défendre nos valeurs, nos raisons d'exister. Il faut obéir au Vatican, ben oui, on ne peut pas non plus brader nos traditions. Il y a un moment où l'objection de conscience est là. C'est très douloureux parce que c'était toute notre vie. Pour nous, c'est un tsunami. Ça ne va pas s'arrêter là. S'il faut faire des actions, on le fera, on est prêt.
Pour désobéissance réitérée, les 14 religieuses risquent d'être prochainement relevées de leurs vœux et rendues à la vie laïque. Elles sont épaulées par un comité de soutien Serge Launois. Aujourd'hui, on voit des prêtres qui reprennent des soutanes, tout ça. Et maintenant, on demande aux sœurs de se déshabiller. On ne comprend pas. La pire des choses que puisse arriver à une sœur, c'est de relever de leurs vœux. Il faut avoir fait quelque chose de très grave. Elles n'ont rien fait de grave. C'est guillotiner quelqu'un pour voler une baguette de pain, comme au Moyen-Âge. Et au nom de la justice, on veut se battre. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 1500 signatures. Saint-Aignan-sur-Roë, François Coulon, Europe 1. Le journal avec David Doucan, c'est tous les jours à 8h. Elles sont touchantes et en même temps, voilà, c'est dépassé par leur époque parfois. On a une pensée pour nos sœurs.